Dans chaque ville, il existe des bâtiments que personne ne remarque. Des structures grises, plantées à la frontière entre l'activité humaine et le vide industriel, là où les lampadaires cessent de briller et où le vent porte un son que personne n'identifie vraiment. C'est dans l'un de ces lieux que travaille Richard James Summerfield, un nom banal. Un homme banal. Le genre de personne qu'on ne remarque jamais, qui traverse les couloirs d'un lieu désert sans laisser d'empreinte. Mais parfois, ce sont justement les gens invisibles qui deviennent témoins de l'indicible. Parfois, c'est au moment où tout semble immobile que le monde bascule. Ce que Richard va vivre n'a rien à voir avec un cambriolage, ni avec un accident, ni même avec un secret gouvernemental. Non, ce qu'il va affronter porte un autre nom. Un nom qu'aucune langue humaine ne sait prononcer. Un phénomène que personne n'aurait dû observer. Et pourtant, en cette nuit précise, entre 2h13 et 3h41, le monde va tourner son regard vers Richard Summerfield. Juste une seule fois. Mais cela suffira pour l'effacer du monde tel qu'il le connaissait. Avant d'entrer, une dernière chose. Si toi qui m'écoutes veux poursuivre cette histoire jusqu'au bout, abonne-toi à Nuit d'horreur. Tu vas en avoir besoin. Minuit. La routine du fantôme. Comme chaque soir, Richard badge quelques minutes avant minuit. Le lecteur clignote en vert, toujours le même rythme. Le hall s'ouvre devant lui, une vaste pièce à moitié éclairée où les néons bourdonnent plus fort que les machines. Les distributeurs vibrent, les écrans de veille bâillent et l'air sent le plastique chaud. Il dépose sa thermos, réveille le moniteur d'un geste apathique et s'installe pour une nouvelle nuit. Une nuit de plus dans un bâtiment qui semble engourdi dans le temps. Officiellement, il s'agit d'un centre de recherche, mais jamais personne n'a pris la peine d'expliquer quel type de recherche. Les gardiens de nuit ne posent pas de questions. On leur demande seulement de surveiller des couloirs, de vérifier des portes et de signaler tout mouvement suspect. Depuis 3 ans, Richard n'a signalé que une chauve-souris, un chat errant, un tuyau fissuré et un stagiaire ivre-mort, ramené par ses collègues en fin de soirée. À part ça, rien. Le vide. Une routine confortable pour un homme qui préfère qu'on l'oublie. Il garde un vieux radiorécepteur d'urgence allumé, un appareil relié à un réseau interne censé diffuser des alertes importantes. Au fil des années, il n'a diffusé que des tests sonores, des avis météo et une fois, par erreur, un message de maintenance. Ce soir-là, il bourdonne dans un souffle électrostatique. Un souffle banal. Mais c'est ce souffle qui va fracturer sa vie quelques minutes plus tard. 2h du matin, les premiers signaux. Les heures défilent lentement. Il grignote un vieux biscuit protéiné, feuillette le registre vide des incidents et laisse son esprit dériver. Puis l'alarme sonore explose soudain. 3 bips secs, stridents, impossibles à ignorer. Richard ne sursaute à peine. Il connaît ce son. Il annonce généralement un test automatique. Il s'attend à entendre la phrase habituelle « Ceci est un test du système d'alerte ». Mais à la place, une pause. Une longue pause. Une pause impossible dans un message préenregistré. Puis, une voix. Claire, froide, exacte. Une voix qui prononce « Message destiné à Richard, James, Summerfield. Veuillez rester à l'intérieur et n'interagissez pas avec le bruit que vous percevez à l'extérieur de votre champ sensoriel. Durée estimée du test, 1 heure. » Il reste figé. Personne ne connaît son vrai nom complet. Il n'utilise jamais son second prénom. Son badge n'affiche que R. Summerfield. Personne ne parle de lui. Personne ne se souvient de lui. Et pourtant, la voix vient de traverser l'air en prononçant ces 3 noms entiers, exactement comme sur son acte de naissance. Il tente de rejouer le message. Rien. Aucun historique. Aucune trace. Comme si la machine n'avait jamais parlé. Le silence retombe. Un silence qui semble épais, lourd, presque conscient. 2h37, le deuxième message. Richard essaie de reprendre sa ronde pour se calmer.
Ses pas résonnent dans les couloirs vides, éclairés d'une lumière blanche trop régulière. Le bâtiment ne semble pas dangereux, juste malade. Comme si sa géométrie souffrait d'une fièvre invisible. Puis, alors qu'il revient vers son poste, 3 bips. Puis la voix. Encore elle. Plus précise, plus intime. Message pour Richard James Summerfield. Tu avais 11 ans quand tu as refusé de voir ta mère à l'hôpital. Tu as dit à ton frère qu'elle ne se souviendrait de toute façon pas de toi. Tu avais tort. Richard blêmit. Il n'a jamais confié cela à personne, pas même à son frère. Ce n'était pas une phrase citée, c'était une vérité intérieure, une blessure. Puis la voix ajoute « Dans 35 secondes, tu tenteras de vérifier le cas de chargement. » Ne le fais pas. La radio s'éteint, et Richard regarde déjà sa main saisir son badge. Son corps suit l'injonction, malgré lui. Il marche, il arrive au quai de chargement, il ouvre la porte métallique. Dehors, le vide, le froid, le vent. Rien d'anormal. Mais il reste là trop longtemps, beaucoup trop longtemps, comme si quelque chose le scrutait depuis un angle de réalité qu'il ne pouvait pas percevoir. Quand il revient au poste, il réalise que quelque chose dans le bâtiment a changé, subtilement, insidieusement, comme si l'architecture avait respiré. 0303. L'interdiction. La voix revient une 3e fois, sans bip, sans introduction, juste une injonction glaciale. Ne te retourne pas. Richard s'immobilise au milieu du couloir. Derrière lui, un long corridor sans lumière, le seul espace noir complet du bâtiment. Il ne bouge pas. Il ne respire presque plus. La voix répète « Ne te retourne pas ». Alors, malgré tout ce qu'il sait, malgré toutes les peurs du monde, il tourne la tête. Juste un peu. Juste assez. L'air derrière lui ondule, comme si les lois de la physique avaient fondu. Des formes imprécises se désagrègent aux limites de son champ de vision. Des sons naissent. Vers brisés. Griffes, grognements qu'aucun animal ne possède. Halètements multiples. Et des chuchotements qui ne s'ouvrent pas à aucune langue humane. Un hurlement silencieux incruste ses os. Il pivote brutalement vers l'avant, et le monde redevient normal, en apparence. Mais devant lui, le couloir n'est plus celui qu'il connaissait. Au loin, une armoire qui n'était pas là, une porte apparue de nulle part, un embranchement qui n'existait pas. Le bâtiment se reconfigure. Il n'est plus un centre de recherche. Il devient un labyrinthe qui réagit à ses actions. Les minutes suivantes sont un calvaire. Chaque couloir qu'il emprunte s'étire, rétrécit, se dédouble, se déforme. Chaque porte déplacée semble l'observer. Chaque son derrière lui menace de le forcer à se retourner. Il comprend une règle implicite, ne jamais faire demi-tour, ne jamais regarder en arrière. Le monde derrière lui n'est plus un endroit sûr. Il est devenu la gueule d'un autre être. Il avance à l'aveugle, respirant avec difficulté. Les miroirs cessent de refléter son image, les écrans deviennent noirs, les caméras se figent. Puis la voix revient. Correction de trajectoire activée. Veuillez rejoindre la zone d'observation. Évitez les surfaces réfléchissantes. Richard continue d'avancer dans ce bâtiment qui n'est plus un bâtiment. Chaque pas semble provoquer un réarrangement silencieux, comme si l'espace lui-même recalculait ses couloirs en fonction de sa trajectoire. Il tente un détour par un couloir latéral, espérant rejoindre l'escalier principal. Mais au bout de quelques mètres, il tombe sur une impasse qui n'était pas là 15 secondes plus tôt. La peinture du mur est fraîche, comme si la réalité, encore humide, venait d'être posée au pinceau. Richard comprend. Le monde derrière lui n'existe plus. À chaque avancée, l'architecture se ferme derrière lui, le forçant vers une destination inconnue. Et toujours ce frisson qui parcourt sa nuque, comme si quelque chose marchait dans son dos, prêt à bondir si jamais il se retournait. Le couloir descend légèrement, puis tourne. Avant de prendre l'angle, Richard entend quelque chose, un sanglot, faible, lointain. Une voix étouffée, comme un enfant perdu. Il n'ose pas regarder. Il sait que le bruit vient de derrière lui. Et derrière, c'est la gueule du monde altéré.
La voix revient, plus proche. Un halètement saccadé, comme quelqu'un qui tente de retenir son souffle. Puis, un cliquetis métallique, sec, précis. Le récepteur d'urgence crépite. La voix artificielle murmure « Intersection interdite. Vous allez désobéir. Nous sommes désolés. » Richard ne comprend pas le sens de cette phrase, mais il ressent la menace. Une menace qui n'a rien d'humain. Il avance. Il atteint une bifurcation, et là, il entend du bruit au croisement. Un sanglot déchirant, mais aussi une respiration lourde. Une respiration qui n'a aucun rythme humain, comme si un animal agonisant tentait d'imiter un cri humain. Richard ferme les yeux, avance droit devant lui. Mais la lumière du couloir vacille. Un néon explose. L'ombre bouge. L'air derrière lui semble vibrer, comme sous la pression d'un souffle invisible. Plus loin, un miroir d'angle, ceux qui permettent de voir les coins morts. Richard le voit au bout du couloir. Il ralentit. Il n'a pas oublié l'avertissement, éviter les surfaces réfléchissantes, mais il doit passer près de celui-ci. À distance, le miroir reflète sa silhouette et un vide total derrière lui, comme si le couloir était dévoré par une ombre sans forme. Plus il s'approche, plus la réflexion devient étrange. Puis, lorsqu'il n'est plus qu'à quelques centimètres, le miroir cesse de refléter quoi que ce soit. Le verre devient noir, opaque, sans fond, comme une fenêtre ouverte vers quelque chose qui regarde, mais ne se montre pas. Richard détourne le regard. Il sent son cœur marteler sa poitrine, comme s'il frappait à la porte de son propre squelette. Le bâtiment change plus vite maintenant. Des pièces entières disparaissent derrière lui. Les lumières claquent. L'air devient de plus en plus dense, saturé d'un grondement sourd. Puis, alors qu'il se tient dans un couloir étroit, tu vérifies le niveau de ta lampe. Évite la prochaine intersection. Tu n'obéiras pas. La voix est douce, presque triste, presque humaine. Un mélange d'empathie et de fatalité. Richard avale difficilement sa salive. Quelques mètres plus loin, il atteint l'intersection interdite. De cette intersection émane un bruit, des pleurs, un souffle rauque et quelque chose d'autre. Le cliquetis mécanique d'une articulation qui n'existe pas dans le règne humain. Richard déglutit. Il n'est plus question d'obéir ou désobéir. Il comprend simplement que toute décision est un piège. Il fait demi-tour. Il ne devrait pas. Il le sait. Mais il ne peut plus gérer le poids du bruit. Et pourtant, même en se détournant, même sans se retourner, il sent une ombre lui effleurer l'épaule. Une ombre qui n'a pas besoin d'être vue pour être réelle. Soudain, la totalité des écrans de contrôle s'allume d'un seul coup. Chaque écran, chaque tablette, chaque moniteur. Le hall, les bureaux, les couloirs. Partout. La même phrase en lettres blanches sur fond noir. Écart détecté. Effondrement dans 12 minutes. Override nécessaire. Non autorisé. Procédé. Richard s'immobilise. Des craquements parcourent les murs. Le sol semble légèrement vibrer. Il est maintenant clair que 1. Le bâtiment n'est plus un lieu physique. 2. Les couloirs ont cessé d'être stables. 3. Le système, quel qu'il soit, considère que Richard devait jouer un rôle et il vient de briser le protocole en refusant certaines trajectoires. Le couloir se replie sur lui-même. Les murs semblent respirer. La pression augmente. Un bruit de cliquetis, comme des doigts sur le sol, se rapproche derrière lui. Richard ne se retourne pas. Il baisse la tête et court. Il bondit dans un couloir, tourne, glisse, accélère. Mais chaque détour semble anticipé. Chaque issue se déforme. Chaque porte se referme au moment où il tente de l'atteindre. Le bâtiment veut quelque chose. Il veut le guider, ou le punir, ou le tester. Dans un virage, l'air vibre.
Une entité frôle presque son dos. On entend des dents sans bouche, une respiration sans poumon, un clinquement sans métal, un cri sans gorge. Richard serre les dents pour ne pas hurler. Une phrase passe dans son esprit. Si tu cries, tu te retournes. Si tu te retournes, tu vois. Si tu vois, tu perds tout. Il fonce. Il traverse un couloir. Le sol devient organique sous ses semelles. Le plafond s'abaisse un instant, puis remonte, comme un animal endormi qui inspire. Puis, soudain, la sortie apparaît. La vraie. La grande porte vitrée du hall. Et derrière, le lever du soleil. Richard franchit la porte en titubant, manque de tomber. Le hall est calme, normal. Le soleil perce légèrement à travers la vitre. Puis, les portes latérales explosent. Un groupe d'hommes armés, casque noir, combinaison intégrale, déboule dans le hall comme une marée mécanique. Contact visuel confirmé, zone sécurisée, extraction. Il ne lui laisse pas le temps de parler. Il le tire brutalement en arrière, loin de la zone où il se tient. Et là, ce qu'il avait pris pour un reflet devient une paroi translucide, flottante, instable. Un dôme de lumière distorsionné dans lequel on devine des mouvements impossibles, des couloirs qui palpitent. Et une silhouette qui se plie aux angles brisés du bâtiment réalité. Quelque chose l'a laissé sortir, mais quelque chose reste dedans. Les hommes le traînent vers une zone barricadée. Des scientifiques en tenue, portant des tablettes, courent autour d'appareils qu'il ne comprend pas. Une femme en blouse blanche l'approche. « Vous êtes sorti vivant ? C'est impossible. Personne n'est jamais sorti du champ cognitif en autonomie. » Richard n'arrive même pas à répondre. Son esprit est brisé, mais son cœur bat encore. On l'assoit. Un scientifique ouvre un dossier gris. À l'intérieur, une seule phrase, imprimée au centre. « En cas de doute, ne te retourne jamais. » Un chercheur tremblant lui explique « Ce que vous avez traversé n'est pas un bâtiment. C'est un champ cognitif actif, une structure vivante qui réagit à l'observation, qui se nourrit des décisions humaines pour se remodeler. Un prototype, un test qui aurait dû rester inactif, mais quelqu'un a déclenché la boucle. Et vous étiez à l'intérieur. » Richard serre les dents. Des images reviennent. Les couloirs, la voix, les pleurs, le bruit derrière lui. Puis une phrase. Si la structure s'effondre, elle ne s'effondre pas seule. Il comprend. Il comprend trop. Le scientifique ajoute « Ce que vous avez traversé n'est pas un bâtiment. C'est un champ cognitif actif, une structure vivante qui réagit à l'observation, qui se nourrit des décisions humaines pour se remodeler. Un prototype. Un test qui aurait dû rester inactif. Mais quelqu'un a déclenché la boucle. Et vous étiez à l'intérieur. » Richard demande dans un souffle « Pourquoi moi ?» Le scientifique baisse les yeux, peut-être parce que vous étiez le seul qui regardait toujours en avant. Dans son esprit brisé, une faille s'ouvre. Une faille qui laissera passer autre chose, plus tard, dans sa vie. Une présence qui, comme ce bâtiment cognitif, ne peut exister que si on la regarde. Cette autre histoire commence la nuit où il relit une creepypasta en apparence anodine. La nuit où il découvre la fille au manteau jaune. Il y a des années après l'incident du champ cognitif, Richard s'efforce de reprendre une vie normale. Il a quitté le centre, changé de ville, tenté d'oublier. Mais les nuits restent un territoire hostile. Il dort peu, parle peu, s'égare souvent dans ses pensées. Et surtout, il s'interdit de se retourner dans l'obscurité totale. Un réflexe devenu instinct animal. Ce soir-là,
Il se retrouve seul dans son petit appartement gris, assis devant son ordinateur, les volets tirés. L'écran bleu diffuse une lumière froide sur son visage. Il cherche à combler le vide, un vide laissé par quelque chose qui continue de marcher derrière lui, même lorsqu'il sait qu'il est seul. Alors, dans un excès de nostalgie, il clique sur un vieux dossier appelé Creepy Archive. Des dizaines de récits qu'il lisait lorsqu'il était adolescent. Des histoires qui à l'époque faisaient frissonner, mais rien de plus. Un sourire nostalgique effleure ses lèvres. Il ouvre l'histoire intitulée « La fille au manteau jaune ». Il ne s'en souvient pas. Pourtant le titre résonne dans son esprit comme une chanson oubliée depuis longtemps. Il commence à lire. Dans le récit qu'il lit, un narrateur raconte un souvenir d'enfance. Une petite fille, portant un manteau jaune vif, vue la nuit, debout sous un lampadaire. Elle ne bouge pas. Elle ne parle pas. Elle fixe simplement le narrateur avec des yeux impossibles à décrire. Mais ce qui dérange Richard, ce n'est pas le contenu, c'est l'écriture. Il reconnaît les mots, les phrases, le style. Ce récit, c'est lui. C'est sa manière d'écrire à 15 ans. Comment cette histoire se retrouve-t-elle là? Il ne se souvient pas l'avoir écrite, encore moins publiée. Un frisson remonte le long de sa colonne vertébrale, comme une aiguille glacée. Il fait défiler le texte. Il lit la dernière phrase. Elle est derrière toi. Le cœur de Richard se fige, la pièce est silencieuse, trop silencieuse. L'air est lourd, comme la nuit du bâtiment cognitif. Il ne se retourne pas, il ne doit pas, mais il sent quelque chose. Un souffle, un déplacement d'air, une présence d'enfant. L'écran s'éteint soudainement. L'appartement devient entièrement noir. 03h41, le temps de la faille. Quand l'obscurité totale l'avale, Richard comprend ce qui arrive. Un retour, une reprise. La continuité d'un phénomène qui n'a jamais cessé. Il n'est pas dans son appartement, ou plutôt, son appartement n'existe plus. L'espace autour de lui semble suspendu, couvert d'une ombre qui dévore la lumière. Puis, une horloge invisible retentit. 03h41. Le chiffre résonne dans sa tête comme un code qu'il n'a jamais appris, mais qu'il comprend instinctivement. Il n'est plus seul. Au-delà de son champ de vision, une toute petite respiration saccadée, une respiration d'enfant. Puis un glissement, un tissu froissé, un imperméable qu'on secoue. Elle là, la fille en manteau jaune. Elle ne fait aucun bruit, mais sa présence est étouffante, comme si l'air se densifiait autour d'elle, comme si elle pliait les angles de la pièce. Richard sait qu'il ne doit pas regarder. C'est toujours lorsque l'on regarde que l'histoire devient réelle. Une règle des champs cognitifs, une règle de l'autre monde, une règle de la peur. Son souffle se coupe. Il tente de reculer, mais ses talons butent contre un mur qui n'existait pas un instant plus tôt. Alors, une petite voix, douce, enfantine, vient de derrière lui. « Pourquoi tu m'as écrite ?» Richard se mord la langue pour ne pas répondre. Car s'il répond, il accepte son existence. La voix reprend, plus triste. « Je ne voulais pas naître. Tu m'as laissé dans ta tête trop longtemps. Maintenant, je suis là. » Un enfant qui parle ainsi, ce n'est pas un enfant. C'est autre chose. Une mémoire qui a pris forme, un concept qui a trouvé un corps, une fiction qui cherche une issue. L'obscurité totale s'efface progressivement. Une lumière s'allume, faible, tremblotante. Un lampadaire. Le même que dans le texte, il éclaire une route vide. Une pluie fine tombe, silencieuse. Richard est debout au milieu de cette scène qu'il a pourtant oubliée.
L'histoire qu'il lisait s'est matérialisée autour de lui, comme si lire était devenu un acte de création. Sous le lampadaire, la fille en manteau jaune. Elle ne bouge pas. Elle le regarde. Ses cheveux collent à son visage. Le manteau goutte. Son dos est légèrement courbé, comme si elle portait quelque chose de lourd, ou comme si quelque chose l'attirait de l'intérieur. Richard sent ses jambes trembler. Il tente de parler, mais aucune voix ne sort. La fille incline la tête. « Ça fait longtemps que tu m'as laissé ici. Tu m'as abandonné dans les ombres de ton esprit, mais je suis patiente, très patiente, et j'ai appris à marcher. J'ai appris à sortir. » Un sourire étire les coins de ses lèvres. Un sourire impossible. Un sourire trop long, trop lent. Richard commence à comprendre. Il n'a jamais écrit cette histoire, ou du moins pas de la manière dont il le croyait. Elle vient d'ailleurs, d'un résidu du champ cognitif, d'un fragment d'entité qui a traversé son esprit lorsque le bâtiment l'a laissé sortir. Cette fille, ce n'est pas un personnage imaginé, c'est un concept parasite, une forme qui se nourrit de l'imagination humaine, un écho du monde altéré. Et elle s'est faufilée dans son passé, comme un virus, comme une réécriture. Elle a modifié ses souvenirs, ses fichiers, ses archives. Elle s'est donné une histoire, un début, une entrée, un nom. Richard recule d'un pas, la fille avance d'un pas. Elle ne cligne pas, elle ne respire pas, elle s'arrête à quelques mètres. La pluie s'arrête aussi. Le temps se fige. Le lampadaire grésille doucement. « Regarde-moi. » Richard secoue la tête. Il ne peut pas. Elle répète plus lentement. « Regarde-moi. » Le ton est doux, presque suppliant, presque humain. Mais le monde entier retient son souffle. Il sait ce qui arrivera s'il obéit. Dans le bâtiment, le simple fait de regarder un concept permettait à ce concept d'exister. La fille en manteau jaune n'a pas de forme tant qu'il ne la regarde pas réellement. Elle n'a pas de corps, pas de réalité, pas de mort non plus. Elle est en attente d'une validation, d'un acte d'observation, d'un consentement. Le phénomène cognitif est simple. Ce que tu regardes existe. Ce que tu refuses de voir meurt. La fille avance encore. Elle murmure « Je veux exister. Donne-moi ton regard. » Richard comprend qu'il y a deux issues. 1. Il regarde. Alors elle devient réelle, solide, libre. Elle peut quitter ce monde mental et entrer dans le monde physique. 2. Il refuse. Alors elle disparaît. Elle s'efface. Elle retourne dans le néant des entités non observées. Mais une partie de lui aussi, car elle est née d'un fragment de son esprit. L'effacé revient à s'effacer lui-même. Richard sent la présence derrière lui, le même souffle que dans le bâtiment, le même poids, le même écho. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas fini. Le champ cognitif n'avait jamais cessé d'exister, il s'était attaché à lui. Richard ferme les yeux, respire profondément, le cœur lourd. Puis, il murmure « Tu ne peux pas être réel si je ne te vois pas. » Un cri d'enfant éclate. Pas un cri humain, un cri fracturé, aiguisé, déformé. Le monde tremble, le lampadaire explose, la pluie tombe à l'envers. La fille hurle « Richard, je veux exister, regarde-moi !» Mais Richard garde les yeux fermés. Il ne cède pas, il ne valide pas, il ne regarde pas. Le monde s'effondre autour de lui. Les couleurs se dissolvent, l'espace implose, les sons s'étirent. Tout devient blanc, puis noir, puis rien. Quand il rouvre les yeux, il est allongé sur le sol de son appartement. Le matin est déjà levé. Tout semble normal. Sauf sur son écran d'ordinateur.
un fichier ouvert. Un seul, intitulé « Elle n'existe plus ». Richard ouvre le fichier. Une seule phrase l'attend. « Merci de ne pas t'être retourné. Elle ». Une larme glisse sur sa joue. Il ne sait pas s'il a sauvé quelqu'un ou condamné quelque chose, mais une chose est certaine. Il n'est plus seul dans son esprit. Quelque chose veille. Quelque chose observe. Un fragment, un écho, un résidu. Un souffle passe derrière lui. Il ne se retourne pas. Il existe des histoires qui n'ont pas de fin, des récits qui s'accrochent aux pensées des vivants, des concepts qui errent d'un esprit à l'autre, à la recherche d'un regard pour exister. Dans la ville où vit Richard, on raconte parfois qu'une silhouette jaune est aperçue au coin d'une rue, sous un lampadaire en panne, un soir de pluie. Juste une seconde, juste assez pour croire que ce n'était rien. Mais si un jour, alors que tu lis ou écoutes cette histoire, tu sens quelque chose derrière toi, ne te retourne pas. Et si tu veux continuer à explorer ces récits qui n'auraient jamais dû être racontés, abonne-toi à Nuit d'horreur. Tu es maintenant lié à cette histoire. Autant aller jusqu'au bout.